Bonjour à tous et bienvenue. C'est désormais toute la planète qui surveille un virus venu de Chine. 14 000 cas déclarés, 304 morts, c'est le dernier bilan. Et une propagation qui s'entend maintenant dans 24 pays du monde, dont la France. L'OMS a déclaré l'urgence internationale. En France, on se veut rassurant, même si Air France a décidé de suspendre tous ses vols vers la Chine où la contamination a commencé. Alors que sait-on de ce virus? Quels sont les risques? Comment éviter la contamination, la propagation? Quelles peuvent être les conséquences économiques? Avec nous sur ce plateau ce matin pour en parler, le docteur Sophie Mailly. Bonjour, vous êtes médecin dans le service des maladies infectieuses du CHU de Dijon. Merci d'être avec nous. Alain Morin, vous êtes directeur de la santé publique de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis enfin, Benoît de Langadry. Alors vous êtes chef d'entreprise bourguignon et vous travaillez régulièrement avec la Chine. Alors en France, le bilan a grimpé. On a désormais 6 malades. Alain Morin, je me tourne vers vous. Aucun cas n'a été détecté en Bourgogne à ce jour. Mais est-ce que vous êtes prêt à y faire face au cas où? Alors, on travaille beaucoup en anticipation, en fait. La politique du ministère de la Santé, c'est d'éviter la dissémination du virus. Ça veut dire que dès lors qu'on a la moindre suspicion, dès lors qu'une personne revient de Chine, elle doit, on incite d'une part à ne pas se rendre chez son médecin traitant, à ne pas se rendre aux urgences et à téléphoner au centre 15. Donc, c'est le premier message. Donc il y a tout un travail d'anticipation qui est réalisé avec les 2 centres hospitaliers universitaires de Dijon et Besançon, qui sont habilités à prendre en charge les cas, mais également avec les médecins libéraux. Est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt. Enfin, Sophie Mailly, le service des maladies infectieuses, c'est le service où vous travaillez. Aujourd'hui, si on a un cas qui se présente en Bourgogne, c'est là-bas qu'on va diriger le patient. Tout à fait. Donc on travaille en coopération avec l'ARS pour classer le cas initialement suspect comme possible, isoler le patient, donc en évitant, comme on l'a rappelé, le service des urgences, et ensuite faire les prélèvements adaptés pour confirmer ou pas le cas. Vous avez 7 lits. On a des lits qu'on peut mettre, en effet, des chambres qu'on peut mettre en dépression, ce qui permet d'éviter la propagation du virus de façon nosocomiale dans l'hôpital. C'est des chambres qui sont équipées de sas, donc on peut s'habiller, mettre les masques pour aller voir le malade. 7 lits au CHU de Dijon aujourd'hui, si un cas se présente, si on en a 8, 10, 20 de cas, comment ça se passe? Il y en a 6 autres à Besançon, donc on travaille en Bourgogne-Franche-Comté, ça fait déjà 13 lits. Et au-delà de ça, on travaille également en anticipation à identifier d'autres établissements qui pourraient prendre en charge les patients qui pourraient se présenter. On en est très loin puisqu'on est à 0. Donc la montée en charge se fera progressivement. On voit bien que l'épidémie en France est limitée, très limitée. Le virus ne circule pas. Parmi les 6 cas, on a 5 cas de personnes qui étaient revenues de Chine. Le dernier cas est un médecin qui a été contaminé par une Chinoise qui a déclaré la maladie à son retour en Chine. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, disait il y a quelques jours, il ne faut pas paniquer, on agit mais il ne faut pas paniquer. Puis dans le même temps, on l'a vu dans les journaux et dans les médias ces derniers jours, on rapatrie, on confine, on ferme les frontières. Alors est-ce que c'est grave ou pas ce qui est en train de se passer? C'est contagieux, probablement beaucoup plus contagieux que le SRAS. La gravité semble moindre. Ensuite, c'est un nouveau virus. Il y a plusieurs coronavirus qui sont connus à ce jour. Il y en avait 6 jusqu'à présent, dont 2 responsables de symptômes graves. Et ce 3e coronavirus, dont la gravité semble quand même moindre par rapport au SRAS et au MERS-CoV. Mais il faut rester vigilant. Qui dit vigilance dit pas panique. On déclenche un système d'alerte, de vigilance. Benoît de Langadry, vous m'avez dit quand on préparait cette émission, la Chine c'est ma 2e maison. Vous travaillez régulièrement en Chine, vous y étiez d'ailleurs début janvier. Quelle est l'ambiance sur place? Comment vit la communauté française ces choses? Est-ce qu'elle vit dans la peur? Oui, alors début janvier quand j'y étais, les choses n'étaient pas encore déclarées. Donc j'ai pas vécu directement sur place ce qui s'est passé. Par contre, j'ai des employés sur place, donc j'ai des retours journaliers. On suit de très près l'évolution. Les retours que j'ai aujourd'hui, c'est que la mise en place par le gouvernement a été faite de manière vraiment forte et permet aujourd'hui de rassurer l'ensemble de la population. Les gens restent chez eux. Toutes les personnes qui ne sont pas dans la province du Roubaix sont quand même dans l'ensemble des personnes qui
attendent en fait et qui au bout du compte sont en famille et est-ce qu'il y a un vécu qui est différent entre les Français qui sont en Chine et les Chinois? Alors oui, on va dire que parfois le retour que je peux avoir aujourd'hui en appelant quelques amis sur place français, c'est que les Français eux sont plus dans l'attente de savoir ce qui va se passer par la suite, à savoir s'ils rentrent chez eux, à savoir s'ils restent sur place, alors que les Chinois eux sont plus à l'écoute du gouvernement local et prêt à repartir au travail le 10 février. C'est pour les provinces qui ne sont pas dans le Roubaix. Comment la population est informée sur place? Alors, elle est informée de différentes manières, beaucoup de réseaux sociaux. WeChat aujourd'hui est sûrement un des réseaux sociaux le plus puissant au monde. Et c'est vrai que même moi, aujourd'hui, avec les entrepreneurs français en Chine, nous avons des groupes de plus de 100, 150 entrepreneurs français sur WeChat. Donc, on se tient au courant. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Alors on se dit, tiens, est-ce que tel ou tel groupe français va rapatrier ses employés ou pas? Et puis, quand je lisais les réponses encore hier soir des grands groupes en place en Chine, le rapatriement n'est pas une option pour le moment. Donc c'est que la crise est quand même bien gérée. Et s'il y a besoin, les rapatriements se feront de toute façon. Donc c'est que pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans le Roubaix, tant qu'on n'est pas dans une zone de crise, il suffit de rester chez soi et d'attendre que ça passe. Je pense que c'est la meilleure solution pour pas que ça se développe aujourd'hui. On voit beaucoup d'images avec des masques. Sophie Mailly, les masques, ça marche ou pas? Les masques, ça marche. Ça fait partie des mesures de prévention incontournables dans une épidémie dont la transmission se fait par voie respiratoire, ainsi que le lavage des mains. Comment on combat ce virus? Comment on traite les malades, Alain Morin? Alors comment on traite les malades? On n'a pas de traitement spécifique, il n'y a pas de vaccin. Il n'y aura pas de vaccin avant plus d'une année. Hein. On parle de 2021 pour la France. On parle de 2021 parce que contrairement à la grippe, on connaît le mode de fabrication d'un vaccin grippe. Il n'existe pas sur le marché de vaccins contre le coronavirus en général. Donc il faut développer un vaccin, faire des essais cliniques parce qu'il doit être à la fois efficace et sûr. Et après, il va falloir le produire. On est sur des productions de centaines de millions de doses. Maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt également à produire un vaccin? Tout dépendra un peu des données épidémiologiques qu'on va avoir. Il s'adressera probablement, si on va dans cette dynamique, probablement pas à l'ensemble de la population. On a un premier retour là, des quelques publications qui commencent à sortir. On voit que l'âge médian, il est aux alentours de 59 ans. On voit que ça touche plutôt les personnes qui ont des comorbidités. Donc, on n'est pas sur de la population générale en bonne santé. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que les victimes, c'est plutôt des personnes fragiles? Les premières données que l'on a, il ne faut pas oublier que ce virus, il était inconnu il y a encore un mois. Les premières identifications remontent au 9 janvier. L'Institut Pasteur vient d'annoncer qu'il avait fait le séquençage. Donc c'est excessivement court et les données que l'on a portent sur quelques centaines de patients. Donc il faut attendre un peu pour avoir davantage de données pour savoir exactement quelle est la dangerosité, quelle est la contamination possible avec ce virus et également le type de pathologies qui vont être associées, la population qui va être plutôt la cible de ce virus. Pardon de poser la question comme ça, mais on meurt de quoi avec ce virus? C'est comme une grippe? C'est comme une grippe sur les complications. Donc ça va être une infection respiratoire basse, donc une pneumonie. Qui peut se compliquer, en particulier avec des surinfections, comme on peut le voir dans la grippe. Et en fonction du terrain de fragilité sous-jacent, il peut y avoir d'autres complications qui se surajoutent à ça. Quand on fait votre métier, c'est quoi qu'on redoute? C'est quoi le scénario noir? Le scénario noir, c'est d'avoir une situation qui nous échappe, c'est-à-dire plus être en capacité de répondre. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en anticipation. On est déjà à réfléchir à qu'est-ce qui peut se passer si on est à plus de 15 cas, comme vous le disiez, au niveau de la région. Ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir avec les médecins libéraux, parce qu'aujourd'hui, on est sur un hospitalo-centrisme de la prise en charge. Le ministère commence à nous demander de réfléchir à une prise en charge ambulatoire pour les cas non graves. Parce qu'on voit bien dans les 6 cas en fait, qui ont été hospitalisés en France, il y a quand même 4 cas non graves. Ils restent hospitalisés tant qu'ils ont le virus, mais on n'a pas systématiquement des formes sévères. Il faut beaucoup relativiser. On a effectivement 2 personnes qui sont en soins intensifs. Pour le reste, c'est des patients qui vont bien. C'est quoi qu'on redoute, Sophie Mailly? Alors, on redoute, pour ma part pratico-pratique de médecin hospitalier,
On redoute le patient qui arrive directement au service des urgences sans avoir prévenu le centre 15 en aval, et où là, forcément, il peut y avoir une exposition d'autres patients, de personnel soignant, et où forcément ça complique les choses. Donc c'est tout le travail en effet d'anticipation qui est fait, d'information qui est très très important. Beaucoup de prévention, beaucoup de précautions pour être un petit peu au-dessus du danger. C'est ça l'idée aujourd'hui ? C'est cela l'idée, bien informer la population et rester sur la politique qui est la nôtre, c'est éviter la dissémination du virus. Aujourd'hui, on est confronté à cette épidémie en Chine depuis un mois. On peut dire que quand même, ce qui a été mis en place aujourd'hui fonctionne. Puisqu'on n'a que 6 cas, et on voit bien, les 6 cas, ils ont été un petit peu perlés, et on n'a pas d'autres cas depuis, alors vous me direz, ça fait jamais que 2 ou 3 jours, mais quand on voit la vitesse de propagation des cas confirmés en Chine, il ne faut pas oublier que 99,9% des cas que l'on retrouve effectivement dans les 24 pays, c'est 99,9% en Chine. On a 6 cas en France. Donc, il y a un mort aux Philippines depuis ce matin. Un mort qui est un Chinois, manifestement, qui s'est rendu aux Philippines. Ce n'est pas une personne qui a été contaminée sur le territoire. Benoît de Langallery, les conséquences sur votre métier, vous, là, vous êtes en stand-by, vous partez plus travailler en Chine. Comment ça se passe pour vous ? Oui, alors j'avais prévu un voyage du 10 au 16 février qu'on a, par précaution, annulé. Donc on va travailler par vidéoconférence le temps que les choses avancent. D'après mes équipes, ce matin, on a un retour de 80% des ouvriers le 10 pour une reprise le 10, sachant du travail, sachant que nos activités sont basées dans le sud de la Chine, donc assez loin du Roubaix, là où se trouve une grosse partie de l'industrie, voilà, dans mon secteur. Je pense que dans l'ensemble, on peut dire que c'est difficile, c'est un peu tôt pour savoir exactement ce que ça va engendrer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du chef d'entreprise que vous êtes là depuis plusieurs semaines ? Parce qu'en plus, vous êtes concerné à plusieurs titres. Vous avez vécu 15 ans en Chine, votre femme est chinoise et vous travaillez avec la Chine. C'est ça. Heureusement, ça fait déjà plusieurs années qu'on a une stratégie aussi de développement en Europe. Donc on ne produit pas qu'en Chine. Mais on a des clients qui, eux, vendent des produits en Chine et qui ont besoin qu'on reste sur place pour les accompagner. Des entreprises françaises qui ont besoin de vendre sur cette partie du globe. Donc là, on se rapproche d'eux. Cette partie-là, aujourd'hui, ça va être un travail de précaution auprès de tous les employés en permanence pour savoir quels vont être les retours à la suite du 10 février. Comment assurer les productions, comment assurer les livraisons. Puis s'il faut reporter, on reporte. Est-ce qu'il y a une inquiétude aujourd'hui du monde des affaires ? Pas encore, je pense pas. Je pense qu'il y a de toute façon une inquiétude par principe. On voit la bourse aujourd'hui qui fait quelques vagues. Automatiquement, 20% de l'économie mondiale est en Chine aujourd'hui, donc automatiquement, on le ressent. Mais je pense que après le 10 février, on aura une réponse peut-être plus précise sur ces choses-là. Je pense que d'après les employés chinois, j'ai l'impression ils ont l'impression que le pic va être atteint aux alentours du 10 février. Le pic de l'épidémie. Voilà, donc jusque-là, c'est difficile de se prononcer. Est-ce que les mesures de confinement, ça vous fait craindre des pertes économiques ? Encore une fois, c'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire parce que la réactivité chinoise est quand même impressionnante. Donc une fois qu'ils sont remis au travail, c'est vrai que ça peut aller vite et la pente peut être vite remontée, mais automatiquement, oui, il y aura une petite perte économique. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait des clients qui aient peur de commander, par exemple, en Chine. Parce que les choses sont vraiment prises en charge correctement par le gouvernement. Et on a ce feedback. D'ailleurs, on le voit dans les médias aujourd'hui. Les choses sont quand même prises en charge correctement. Et voilà. Alain Morin, c'est une question, vous me disiez, je rebondis sur les propos de Benoît, c'est une question qu'on vous pose souvent. Est-ce qu'il y a un risque de contamination quand on commande des objets en Chine ? Alors c'est une question effectivement qui est arrivée très tôt. Je crois que le deuxième jour où on a eu l'alerte, on avait déjà la question qui était arrivée par les centres postaux. À ce jour, il n'y a jamais eu de contamination démontrée lors des épisodes de SRAS, MERSCO. On n'a jamais eu le moindre contamination par un paquet. Donc on peut commander chinois, on peut manger chinois aussi, Sophie Mailly ? Manger chinois, oui. On peut manger chinois. On a des données quand même pour dire que le virus peut persister 2 à 3 heures sur une surface inerte. Donc c'est des données tout à fait rassurantes. Ça veut dire quoi, ça ?
que le virus, parce qu'il y a toujours le problème dans ces infections-là de manuporter une infection, donc de toucher une surface contaminée et d'aller en mettre ailleurs. Et ça, on sait que la durée de vie du virus sur des surfaces inertes, une table, une poignée de porte, ça sera 2 à 3 heures. Alors on sait aussi aujourd'hui que Dijon est la deuxième ville de France la plus visitée par les touristes chinois après Paris. Est-ce que du coup, de votre côté à vous, le risque est plus important pour la Bourgogne ? Le risque est-il le plus important à ce stade, de toute façon, il n'y a pas de mesure de confinement. Il y a les messages qui sont passés. Si quelqu'un qui vient de Chine, pendant les 14 jours, on lui demande de surveiller s'il a de la température et s'il a des signes cliniques de toux ou de grande fatigue. S'il n'a pas ces signes-là, il n'y a pas de problème. On n'est pas du tout sur une notion de confiner tout le monde. Et je dirais même, si jamais, au cas où même on a un cas confirmé, derrière, on va essayer on va rechercher tous les cas contacts, ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui auraient été dans un contact rapproché, qui auraient partagé une chambre ou qui auraient été en face à face lorsque la personne a éternué. Et on va vérifier auprès de ces contacts derrière que pendant 14 jours, ils n'ont pas de symptômes qui pourraient faire penser qu'ils ont été contaminés. Est-ce qu'on demande aujourd'hui aux touristes qui rentrent, justement, comment ça se passe et qui s'occupe de ça ? Alors, il y a l'information qui est faite aux voyageurs dans les hôpitaux. Ça, c'est dans le cadre de tout ce qui a été mis en place, dans ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. C'est des affiches qui sont transmises. Je crois qu'il y a des messages d'information qui passent aussi dans les avions avant l'atterrissage. C'est suffisant, ça ? C'est suffisant, c'est déjà beaucoup. Je pense que les gens sont informés en voyageant. Je pense que le grand public en France aussi est informé. Donc ensuite, il y a un téléphone qui est disponible aussi pour des questions et on est sollicité régulièrement s'il reste des questions pour répondre à ces interrogations. Il y a effectivement un numéro vert, on va le redonner, c'est le 0800 300 00, un numéro gratuit, un numéro vert accessible à tous. Alors pour toutes les questions, Sophie Mailly, qui sont non médicales, c'est ça ? Oui. Les questions médicales, on revient au démarrage, c'est le centre pivot, le centre 15. Donc on appelle le 15 quand on revient de Chine et qu'on a des symptômes ou qu'on a des questions médicales ou alors on se met en rapport avec son médecin traitant si on a des questions médicales d'ordre général. Effectivement, le numéro vert qui a été mis en place ce week-end ne répond qu'à des questions non médicales. À savoir également qu'il y a des foires aux questions sur les sites du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de santé publique qui s'appelle Santé publique France. Donc on retrouve des foires aux questions qui sont mises à jour très régulièrement et qui permettent de répondre à beaucoup de questions. La question des colis, la question de la nourriture, toutes ces questions sont abordées et au moins on a quand même des sites officiels qui apportent des réponses qui sont des réponses scientifiques éprouvées. Parce qu'on voit aussi le nombre de fake news qui circulent, beaucoup plus vite que les virus. On vous interroge, vous le voyez sur les réseaux sociaux, cette inquiétude, vous la sentez, vous l'apercevez depuis quelques jours ? On l'aperçoit, nous on a une veille sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passe, notamment au niveau de la région. Ce qui nous intéresse, c'est éventuellement, on a vu sur les réseaux sociaux des fake news sur le fait qu'il y avait des cas de coronavirus qui avaient à Dijon. Donc on a démenti. Mais oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais c'est difficile à maîtriser. D'où l'intérêt d'avoir ces dispositifs officiels qui permettent de répondre aux inquiétudes légitimes de la population. Benoît de Langallery, vous, votre épouse, elle est chinoise, vous avez des enfants qui ont la nationalité aussi. Est-ce que vous avez senti, vous aussi, sur les réseaux sociaux, ces messages qu'on voit, peut-être cette appréhension par rapport à la communauté chinoise ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'appréhension des Français en France par rapport aux Chinois. Quand on va dans un restaurant, c'est vrai qu'on est regardé un petit peu différemment à Dijon quand on arrive avec une Chinoise et un enfant. Ça vous est arrivé, ça ? Oui, on a senti qu'il y avait des regards parce que les gens en parlent, les gens peut-être en rigolent aussi. Enfin, il y a vraiment, c'est un sujet, donc on peut pas leur en vouloir quelque part d'en parler. Mais c'est vrai qu'on le ressent et ma femme l'a ressenti, oui, mon fils aussi à l'école. Qu'est-ce qu'on lui a dit à l'école à votre fils ? Oh, vous savez, les enfants à 8 ans, 9 ans, peuvent être durs entre eux, hein, donc c'est pas des choses très. On lui a simplement dit voilà, attention le petit chinois, ton papa était en Chine, tu es infecté. Donc bon, c'est pas toujours évident, mais voilà, ça a été pris très bien par les professeurs et
Et on a pu discuter avec eux et ils ont expliqué aux autres élèves qu'il n'y avait aucun souci. Et voilà. Alors l'un des épisodes précédents, c'était le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. C'était en 2003, 800 morts. Benoît Langallery, vous étiez en Chine à cette époque. Oui, Quel souvenir vous en gardez ? Pas encore, mais j'ai voyagé pendant le SRAS en train. Je me souviens encore de Pékin à Xi'an. Il y avait encore des poules dans le train à cette époque-là. C'était géré d'une manière complètement différente. Hein. Déjà, le gouvernement n'était pas le même. La gestion de la crise ne pouvait pas être faite de la même manière, étant donné qu'il n'y a pas de réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui. À l'époque, elle avait été pointée du doigt, justement. On disait qu'il y avait peu de communication. Oui. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un discours de transparence, d'après vous, aujourd'hui? La Chine a évolué à une vitesse folle dans plein de secteurs, dont aussi la gestion de crise. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je tire mon chapeau bas à la façon dont c'est géré, parce que quand j'appelle mes amis français sur place ou mes amis chinois, tout le monde est très au courant de ce qui se passe. Les réseaux sociaux et les systèmes qui sont mis en place par le gouvernement pour les étrangers nous expliquent quelles sont les démarches à faire, traduits en français. Donc de là à ce que le gouvernement français un jour traduise des choses en chinois pour les ressortissants chinois vivant en France, je pense qu'il se passera un petit moment. Non, les choses sont prises à une vitesse folle avec des moyens impressionnants. Donc oui, c'est très différent de la gestion du SRAS en 2003. Ouais. Sophie Mailly, en 2003, le SRAS, le problème, c'était ça? C'était le manque de transparence et de communication au départ? Il y a eu un retard à l'allumage, c'est certain. Là, c'est vrai qu'on voit que très vite, c'était un nouveau virus. Donc déjà, d'un point de vue technique, il fallait trouver la technique d'identification. La technique, on l'avait, mais il fallait avoir le séquençage et avoir l'outil diagnostique. Ça a été très rapidement mis en place. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on a pu identifier l'agent infectieux. Et je pense qu'on a tiré des grandes conséquences de cette épidémie-là, puisqu'il y a eu beaucoup de cas de transmission à l'hôpital, nosocomiale, de patient à patient. Et maintenant, on sait qu'il faut vraiment gérer en amont pour éviter cette dissémination. Et je pense que c'était une des plus grandes leçons qui a été tirée de cette épidémie. Alain Morin, est-ce que, du point de vue du matériel et des procédures, les choses ont changé depuis le SRAS? Sur le matériel, pas énormément, puisqu'on est toujours sur des précautions type masque, lavage des mains. Le lavage des mains, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose de fondamental dans la lutte contre la dissémination. Le premier message qu'on passe, c'est lavez-vous les mains, utilisez les mouchoirs jetables, éternuer dans le coude et si vous êtes malade, portez un masque. Donc on a beaucoup, le message passe, on voit il y a un gros travail qui a été fait dans les services hospitaliers avec les équipes d'hygiène. Hein. On a des hygiénistes qui ont beaucoup travaillé sur ces procédures-là. Donc on a beaucoup évolué parce que également il y a eu une succession. On parle du SRAS, il y a eu le MERS-CoV, il y a eu Ebola, il y a eu H1N1 quand même. Donc il y a une récurrence des phénomènes qui fait que c'est une sorte de répétition. On s'améliore à chaque fois, on fait des retours d'expérience. Est-ce qu'on s'entraîne dans les hôpitaux en France depuis 20 ans? On s'entraîne parce qu'on est en alerte un peu permanente. En effet, je pense qu'on est, tout le monde ne sait pas, mais on était encore en alerte on est encore en alerte sur le MERS-CoV, qui est un autre coronavirus. Et donc, on est en alerte permanente sur des gens qui reviennent de pays de Moyen-Orient avec des symptômes respiratoires, une maladie beaucoup moins contagieuse, mais beaucoup plus mortelle, ça c'est certain. Donc, on est en alerte depuis plusieurs années maintenant sur ces infections respiratoires. Dont le MERS-CoV, dont le nouveau coronavirus, etc. Et donc le système est quand même éprouvé. Les mesures n'ont pas grandement changé. C'est surtout l'organisation en amont qui est vraiment affinée. C'est toujours centraliser les choses, éviter l'arrivée directe des patients aux urgences, où on travaille par informer les gens et en effet informer les autres hôpitaux pour que le malade soit pris directement en charge s'il est classé comme un cas possible directement dans le service. Alors une autre question qu'on a beaucoup entendue ces derniers jours, c'est un virus qui vient encore de Chine. Comment on l'explique ça? Pourquoi est-ce qu'il vient de Chine? Celui-là, il vient de Chine. Ebola, il vient du Congo. Et le H1N1, il venait du Mexique. Donc, et le SRAS de Chine. Et le SRAS de Chine. Donc, le coronavirus, on sait qu'il y a quand même un réservoir animal, probablement chez la chauve-souris.
avec une contamination probablement d'un autre mammifère. Donc il y avait la civette qui avait été incriminée pour le SRAS, avec des marchés qui sont des marchés d'animaux, etc., dont vous pourrez peut-être nous parler, où il y a probablement une exposition entre animal et humain qui fait qu'il y a l'émergence de ces nouveaux virus peut-être plus dans cette région-là. Et en effet, le SRAS était aussi originaire de Chine et on a pu lutter contre l'épidémie de SRAS une fois qu'on a su que le réservoir était chez la civette. Une dernière question à tous. Quelles sont les recommandations aujourd'hui pour nous tous ? En population générale, il n'y a pas d'inquiétude du tout et même pas de recommandations, si ce n'est que des recommandations. Il faut oublier que la grippe est là, qu'on est en phase épidémique. La grippe, c'est entre 5 et 10 000 morts par an en France. Donc le lavage des mains, l'éternuement que je vous dis, ou tousser dans son coude et porter un masque quand on est malade. Et en ce qui nous concerne, si vous revenez de Chine, vous appelez le centre 15. Sophie Mailly, un dernier mot ? Pareil, et pour dire qu'il y a aussi des documents qui sont traduits en chinois, qui sont disponibles, des affiches, etc., qu'on met dans les centres hospitaliers, avec une traduction en chinois, qui sont tout à fait adaptées. Vous êtes plutôt rassurant, c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui ? On est rassurant, oui. Pourquoi ? On est rassurant parce que le système est éprouvé, qu'on a quand même des données rassurantes sur une mortalité qui n'est pas très élevée. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour débattre de cette question et du coronavirus. On va peut-être redonner le numéro vert à votre disposition, le 0800 300 00, donc un numéro gratuit, accessible à tous les jours pour toutes les questions non médicales sur le coronavirus. Dimension politique continue. Dans un instant, Francis Letellier reçoit Ségolène Royal. La semaine prochaine, c'est Jean-Christophe Galeazzi que vous retrouverez ici même sur ce plateau. Et puis vous restez avec nous parce que tout de suite, c'est l'information avec Emmanuel Pinsonneau. Merci, très belle journée à vous.